Il y a la musique en même temps et tous et les bruits qu'il fait sont synchronisés. Il projette Mickey, Steamboat Willie, en première partie d'un film que tout le monde a oublié depuis. Le lendemain, les journaux ne parlent que de ça. C'est une souris qui parle, une souris qui parle. Le film fait un énorme tabac partout dans le monde. Mickey Mouse devient la star de cinéma la plus connue au monde. Et on voit des gens qui portent des masques de Mickey, des déguisements de Mickey. Le film sort quelques mois avant la terrible dépression qui va frapper l'Amérique et le monde à partir d'octobre 1929. Et Mickey va devenir le symbole de la résilience à la crise. On commence à le voir comme un emblème de la résilience américaine face à la dépression. Comme Chaplin devient le représentant de la classe populaire. Avec Mickey débute aussi le business des produits dérivés à grande échelle. Si Walt et Roy avaient déjà commencé avec Oswald le lapin chanceux, les choses vont prendre une autre ampleur à partir de 1932 avec la rencontre de Kay Kamen, l'un des premiers spécialistes du merchandising. Des objets qui rapportent bien plus que simplement de l'argent. Le but du merchandising, c'est de prolonger l'expérience du film au-delà du film en lui-même. Donc, c'est de rentrer dans les foyers, d'être présent dans notre vie de tous les jours. Les frères Disney lui confient la création des produits dérivés. Bientôt, Mickey et Minnie sont dans tous les grands magasins, partout. Sur des serviettes, du papier peint, des livres, des phonographes, des vêtements ou des montres. Disney développe le merchandising comme aucun autre studio, car pour lui, c'est une ressource vitale. Les budgets des films d'animation sont beaucoup plus élevés que ceux des films classiques, traditionnels. Donc, les frères Disney cherchaient sans arrêt de l'argent. Et dans les années 20 puis 30, le merchandising est devenu l'une des sources de financement les plus importantes pour produire leurs films. Disney est sans doute la première entreprise à avoir poussé le merchandising aussi loin. En partie parce qu'il y était obligé, contrairement aux autres studios qui gagnaient déjà énormément d'argent car ils maîtrisaient la distribution de leurs films. Grâce aux aventures de Mickey et de ses produits dérivés, les frères Disney génèrent assez d'argent pour lancer le nouveau projet ambitieux de Walt. Réaliser le premier long métrage en dessin animé, Blanche-Neige. Car à l'époque, ceux diffusés dans les salles de cinéma ne durent qu'une dizaine de minutes. Un projet si ambitieux et novateur que la presse le surnomme la folie Disney. Les frères Disney quittent leur ancien studio et embauchent plus de 300 animateurs pour réaliser le film. Comme avec Steamboat Willie, Walt mise sur l'innovation. Mais cette fois, il ne se contente pas d'utiliser une technologie existante. Il va carrément l'inventer. Il en fera la démonstration quelques années plus tard dans son émission de télévision sur ABC. This is the plan for a super cartoon camera. We call it the multiplane camera. C'est une caméra qui place les différents éléments du décor et des personnages sur différents plans. Et donc la caméra peut zoomer à l'intérieur et il y a des éléments qui deviennent flous, des éléments qui deviennent plus focus. Et ça donne, avant la 3D, une impression de profondeur. Une caméra utilisée pour la première fois sur Blanche-Neige qui donnera au film une profondeur jamais vue. Pour le scénario, Walt a pioché dans le stock de contes classiques qu'il a redécouverts lors de son séjour en France. Des histoires qui ont tout pour plaire. Les contes de fées, ce sont des histoires qui traversent le temps, transmises de génération en génération. C'est très malin de la part de Disney de s'en inspirer. Son ambition, c'est de raconter des histoires qui parlent à tout le monde, partout dans le monde. Quand on veut produire vite, il faut utiliser des histoires qui existent déjà. Des récits libres de droit, comme les contes de fées, qu'on peut utiliser gratuitement. Des scénarios gratuits, déjà connus du public, libres de droit, que Walt Disney va cependant adapter.
Quand on lit les textes originaux, ils sont souvent assez effrayants. Des enfants meurent, sont brûlés, dévorés, ce genre de choses. Disney enlève tout ça. Disney voulait des versions plus légères, plus positives, plus agréables de ses contes. Le but, c'était d'être grand public, d'avoir une résonance vraiment universelle que tout le monde pouvait accepter. Innovation technologique, histoire classique revisitée et qualité technique exceptionnelle. Walt a-t-il trouvé la recette miracle? Le film sort le 21 décembre 1938 et devient immédiatement un phénomène planétaire. Blanche-Neige va cartonner partout dans le monde. C'est du jamais vu. Succès commercial, succès critique aussi. En 1939, Blanche-Neige est couronnée par un Oscar. Clin d'œil, l'Académie fera 8 statuettes, une grande et 7 petites. Blanche-Neige va influencer la façon dont le studio va raconter des histoires à l'avenir. Blanche-Neige devient le modèle sur lequel Disney va construire les films qui suivront. C'est toujours un peu la même histoire. Un personnage vit tranquillement sa vie, puis un défi surgit et vient tout bouleverser. Par exemple, Cendrillon, c'est la quête d'un statut social, Blanche-Neige, c'est la quête de la beauté. Et face à ce défi, le personnage n'a pas d'autre choix que de partir à l'aventure pour résoudre le problème. Ces personnages-là sont relativement transparents pour qu'on puisse s'identifier plus facilement au personnage. Et il va rencontrer d'autres personnages, certains vont l'aider, d'autres pas du tout. Et on va plutôt mettre les personnages forts autour, les personnages qui entourent Blanche-Neige, les 7 nains bien sûr, mais aussi les méchants. On adore détester les méchants, et les méchants chez Disney sont très très forts. Il y a des personnages de méchants, d'autres qui sont gentils, le bien, le mal, le conflit. Et à la fin, il y a une ultime confrontation, et une fois qu'elle est résolue, ils peuvent rentrer chez eux. Et à la fin, tout se termine bien. Ces étapes sont devenues la marque de fabrique des scénarios Disney. L'autre enseignement du succès de Blanche-Neige, c'est l'importance de la musique. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Une chanson, ça vaut 1000 mots, et ça fait avancer l'action, et puis en plus ça peut vendre des disques. Dans le modèle des dessins animés Disney, la musique occupe une place essentielle. Elle ne se contente pas d'accompagner les films, elle devient aussi un produit à part entière. Le disque des chansons de Blanche-Neige s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, rien qu'aux États-Unis. Le merchandising, lui, rapporte plus de 8,5 millions de dollars de l'époque, soit 201 millions de dollars d'aujourd'hui, rien que sur le sol américain. Dans le reste du monde, Disney vend des licences pour exploiter ses personnages, un business qui ne connaît pas de limite.